Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Au Mali, les prisonniers ne sont pas dans de bonnes conditions de détention, dénoncent certains défenseurs des droits de l'homme, une surpopulation, des conditions d'hygiène insuffisantes, l'état de délabrement des cellules et le difficile accès à l'alimentation et à l'eau potable. C'est le constat de certaines organisations comme l'AMDH et la FIDH. Qu'est-ce qui explique cette situation? Quelles sont les mesures prises pour faire face à ce problème? Nos invités à ce débat, M. Abdoulaye Fofana du syndicat des gardiens de prison au téléphone, Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme et Dr Morike Dambélé, sociologue. En plus de lui, au cours de ce débat, nous rejoindra Mamadou Diouara qui est également sociologue. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, nous allons commencer ce débat avec vous, Monsieur Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme. Aujourd'hui, quel est votre constat de la situation des prisonniers au Mali? Je vous remercie pour cette invitation. Et nous avons effectivement constaté que les conditions de détention au Mali sont entravées par un certain nombre de facteurs, affectant notamment la jouissance d'un certain nombre de droits fondamentaux, bien sûr, qui sont reconnus aux détenus. Et vous-même, vous l'avez touché dans l'introduction. Et parmi ces facteurs, nous pouvons entre autres citer la surpopulation carcérale. Et on peut aussi faire allusion à l'insuffisance dans la célérité des traitements des dossiers judiciaires. Et il y a également la vétusté et l'état de délabrement des locaux, notamment les centres de détention. Et il y a aussi les conditions d'hygiène qui laissent aussi à désirer, de même que l'alimentation et la santé. Un cas d'école, la maison centrale d'arrêt de Bamako, d'aucuns appelleront le lycée de Dravella, moi je m'en passe. Et nous avons remarqué au mois d'avril tout récemment, donc je vais vous donner quand même des données récentes, qu'en 2016, qui est à peu près une année de référence pour nous, que le nombre de détenus s'élevait à 1089. Qu'en 2017, ce nombre s'est élevé à 1957 et qu'en 2018, je vais dire jusqu'au mois d'avril, début du mois d'avril, le nombre s'élevait à 2063. Donc nous pouvons bien sûr remarquer qu'il y a une augmentation d'environ 47%. Et cela pourrait s'expliquer d'une part par les détentions liées à la crise, mais aussi à l'augmentation exponentielle de la criminalité au Mali. Et la MCA, je disais que la MCA est une école parce que c'est quand même, elle est censée être la plus grande prison et qui accueille quand même un nombre au-delà de sa capacité. Sa capacité est 400 détenus. Je parle sous le contrôle du représentant du syndicat des gardiens des prisons qui est en ligne. Et aujourd'hui, au-delà de cette surpopulation, il faut aussi noter que ces locaux sont vétus. Ces locaux sont vétus parce que tout simplement, ils ne sont pas adaptés. Et là, on peut, cette vétusté des locaux, ce problème de vétusté des locaux s'étend à d'autres prisons. Parce qu'il faut remarquer que la majeure partie des prisons construites pendant la colonisation sont aujourd'hui dans un état de délabrement. Et celles construites après la colonisation, je veux dire après l'indépendance, n'ont pas tenu compte de l'évolution démographique, donc de la criminalité. Donc cela constitue un facteur quand même important. D'accord. Monsieur Abdoulaye Fofana, vous êtes du syndicat des gardiens de prison. Est-ce que vous partagez ce constat de Drissa Traoré de la MDH? Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Excusez-moi, reformulez un peu la question parce que très honnêtement, je suis dans un véhicule en provenance de Ségou comme ça. Voilà, si vous pouvez répondre à la question. Alors, il y a tout de suite Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme qui disait que les conditions de détention des prisonniers au Mali sont déplorables puisqu'il y a une surpopulation selon lui. Il y a également des conditions d'hygiène qui sont insuffisantes parmi tant d'autres. Alors, est-ce que vous partagez ce constat? Allô? Oui?
Alors, excusez-moi, s'il vous plaît, une fois de plus. Voilà, je vous entends bien maintenant. Allez-y à la question. D'accord. Je disais que M. Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme disait tout de suite que les conditions de détention des prisonniers au Mali sont déplorables. Il cite parmi ces mauvaises conditions la surpopulation et les mauvaises conditions, les conditions d'hygiène qui sont insuffisantes. Est-ce que vous partagez ce constat? Bien sûr, d'abord bonsoir à tous les fidèles auditeurs de Studio Tamani. Je pense que ce qu'il dit, c'est vraiment parfait. Je partage vraiment son point de vue. En tout cas, pratiquement au Mali, vous trouverez que la plupart de nos maisons d'arrêt ne répondent vraiment pas aux normes standards. Et naturellement, aussi avec la surpopulation, en tout cas carcérale, comme on a toujours eu à le dire. Vous savez, il y a quand même des infrastructures quand même qui sont là, qui datent de très longtemps, qui ne peuvent vraiment pas accueillir le nombre de détenus à suffisance. D'accord. Parlez-nous déjà de ces normes standards. Ces normes standards, c'est en tout cas, comment dirais-je, des maisons d'arrêt où il y a pratiquement toutes les commodités, où il y a vraiment l'hygiène, l'assainissement, le couchage, etc. Je pense que nos maisons d'arrêt, par exemple, la maison centrale d'arrêt de Bamako, qui est la vitrine de toutes les prisons du Mali, vous trouvez là-bas que ça, c'est une vieille maison d'arrêt qui date vraiment du temps colonial. Donc maintenant, même par rapport aux nouvelles maisons d'arrêt qui sont en train d'être construites par-ci, par-là, vous trouverez que, sincèrement, pendant la conception, nous qui sommes vraiment les professionnels de la maison, nous ne sommes pas vraiment associés. Des marchés sont confiés naturellement à des entrepreneurs. Et comme ça, ils élaborent vraiment, en tout cas, le plan à l'insu, peut-être souvent même de la direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation civile. D'accord. Docteur Moriké Dambélé, vous êtes sociologue. Que pensez-vous de cette situation? Merci bien, Mohamedou Touré. Je me réjouis d'être invité à ce plateau pour parler évidemment de prison. Je dois dire que les prisons, j'ai travaillé sur les prisons dans le cadre de mon master, un peu aussi dans le cadre de ma thèse de doctorat. Récemment également, j'ai fait une enquête sur les prisons en 2017. Donc, pour revenir à la question de la situation des prisons au Mali, je dois dire que, en fait, on parle de surpopulation carcérale, mais en fait, ce n'est pas ça le terme. Quand on regarde le nombre de la population malienne, on regarde le nombre de détenus. Le nombre de détenus n'est pas très élevé par rapport au niveau de la population. Maintenant, c'est les conditions dans lesquelles ce nombre de détenus se trouve. Ce sont ces conditions-là qu'il est intéressant d'interroger. Avant d'interroger ces conditions, il faut définir d'abord la mission de la prison. À quoi sert une prison? Une prison, c'est deux missions essentielles. C'est la mission de punition, c'est la mission de la réforme de l'individu. Si on regarde bien nos prisons, elles assurent un peu la mission de punition, mais elles n'assurent pas la mission de réforme des prisonniers. C'est ça la question fondamentale, y compris naturellement les conditions d'hygiène, d'alimentation, j'en passe. Toutes ces conditions-là sont à insérer dans la dimension de la réforme de la personnalité du détenu, ce qui n'est pas suffisamment assuré. Et si vous voulez, on peut revenir dans les détails pour pouvoir développer cette vision de la prison sur le Mali. Vous avez parlé de surpopulation quand vous disiez que les gens n'ont pas bien compris qu'il n'y a pas de problème de surpopulation. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Voilà. C'est-à-dire, lorsque on prend la population malienne, on prend le nombre de détenus. Ce nombre de détenus, son pourcentage parmi justement la population malienne n'est pas justement, on ne parle pas de surpopulation carcérale. C'est-à-dire ça n'atteint pas le seuil de 2%. Mais est-ce que l'ANDH ne parle pas de surpopulation par rapport à l'endroit dans lequel il se trouve? L'espace est petit par rapport aux prisonniers, au nombre de prisonniers. Oui, je comprends bien là où ils veulent en venir. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles les prisonniers sont, ça c'est une dimension. Mais lorsqu'on parle de surpopulation carcérale, on doit prendre la population dans son ensemble et dire combien sont en prison.
Maintenant, combien sont en prison? Ils sont moins de 2%. Moi, je fais une étude récemment sur la question carcérale. J'ai trouvé qu'il y a 6 000 détenus. À peu près 6 000 détenus. C'est vrai que ça peut varier d'un moment à l'autre et de façon parfois rapide. Mais lorsque nous avons une population de 14 millions, 15 millions, on a 6 000 détenus, on ne porte pas de taux d'incarcération très élevé. Mais cela ne met pas en cause l'idée que les prisons sont surchargées. Cela veut dire que les prisons n'ont pas évolué au rythme de cette petite population carcérale. Je me fais bien comprendre. Les prisons n'ont pas évolué au rythme d'évolution de cette population carcérale. Si bien que vous allez trouver des prisons construites pour 400 et il y a 1000, 2000. Là, il y a un effectif élevé par rapport aux infrastructures, mais pas un effectif élevé par rapport à la population d'ensemble. Le Mali, d'ailleurs, est l'un des pays qui soit à la queue, hein, quand on fait un classement sur des pays africains. Quand on classe, il y a des pays qui ont plus de prisonniers par rapport à leur population. Et quand on regarde le Mali est un peu en recul par rapport à ça. D'accord, donc vous voulez dire que le terme approprié n'est pas surpopulation, mais plutôt surcharge. Surcharge, pléthore de faits. C'est-à-dire que c'est l'espace qu'on prend avec le nombre de prisonniers. Maintenant, si ce n'est pas ça, on ne peut pas dire qu'il y a surpopulation carcérale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de Maliens qui vont en prison. D'accord. Monsieur Mamadou Diawara, votre avis sur ce sujet? Merci déjà. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des auditeurs de Studio Tamani et Studio Tamani aussi. Monsieur Fofana qui est au téléphone, je lui dis bonsoir. En fait, effectivement, il y a un surpeuplement des établissements carcérales. Ça, c'est évident. Les effectifs reçus sont largement au-dessus des capacités prévues pour ces centres. Et ceci dénote déjà d'un déficit de gouvernance au niveau politique, mais aussi entraîne de facto un déficit de gouvernance du milieu carcéral. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis très d'accord avec mon aîné, docteur Dambélé, quand il a posé les deux missions fondamentales de la prison. Ces deux missions qui sont celles d'abord de la punition, donc de la sanction, due au fait qu'une règle n'a pas été respectée par quelqu'un, et la deuxième qui est la resocialisation, pour prendre les termes consacrés, qui consiste à faire en sorte que l'individu qui s'est comporté en travers des règles de la société réapprenne à se mettre dans les dispositions d'acceptabilité dans cette société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons ces deux dimensions, aujourd'hui, ce que nous avons ne sont pas des prisons. Mais malheureusement, il faut le dire ainsi, ce n'est pas des prisons. Ce n'est pas des prisons parce que tous les éléments essentiels, d'abord à la punition et à la... qu'on appelle ça, d'abord à la punition et à la resocialisation, tous les éléments nécessaires à ça ne sont pas présents. Parce que ce qu'il y a dans les prisons aujourd'hui, oui, il y a de la souffrance. Oui, il y a de la maltraitance. Oui, il y a une violation presque tout azimut des droits humains fondamentaux et des droits consacrés pour les prisonniers. Ce n'est pas parce que les administrateurs de ces centres pénitentiaires sont nécessairement de mauvaise foi, mais c'est parce que les conditions même dans lesquelles ils sont ne sont pas au prorata de la mission attendue d'eux. En conséquence, ils ne peuvent tout simplement pas faire respecter les droits humains de ces prisonniers. Ils ne peuvent pas assurer le minimum requis pour que ces prisons accomplissent leur devoir. Et la conséquence qui en découle, c'est quoi? C'est que la prison qui devrait nous renvoyer des meilleurs citoyens nous construit aujourd'hui des ennemis de la société. Pour multiples raisons. Parce que la loi au nom de laquelle les prisonniers sont envoyés en prison elle-même n'est pas respectée pour ces prisonniers dès lors qu'ils sont arrêtés. Par la façon de les arrêter souvent, par la durée de leur arrestation, par la procédure pour sortir de prison. Deuxièmement, parce qu'à l'intérieur de la prison, les conditions dans lesquelles on les oblige à vivre sont des conditions qui ne sont tout simplement pas humaines. En conséquence, quand les citoyens se retrouvent dans une telle situation, et il est légitime qu'ils puissent se mettre en posture, n'est-ce pas, d'inimitié vis-à-vis du reste de la société. Et quand il ressort, bien des choses deviennent possibles.
très malheureusement. Alors, M. Fofana, êtes-vous d'accord avec Dr Dambélé et M. Diawara par rapport à cette question, la seconde mission des prisons qui n'est pas respectée au Mali? M. Fofana? Alors, M. Traoré, partagez-vous ce constat? Je suis entièrement d'accord avec les propos relatifs à l'humanisation des conditions de détention, puisque il y a un ancien garde des Sceaux français qui disait que la punition doit rendre à l'homme sa dignité d'homme. En fait, voilà. C'est là important et ça veut dire que d'une part, au-delà de l'aspect punitif, bien sûr, les mesures doivent être prises pour garantir non seulement la sécurité bien sûr du détenu et qu'après avoir bien sûr purgé sa peine, bien sûr que la personne doit intégrer la société. Et si la personne n'est pas préparée à intégrer la société et si la personne n'est pas bien traitée en prison, on se pose la question, est-ce que la personne va sortir même de la prison? Et donc, effectivement, il y a un souci d'humanisation, alors que l'humanisation des conditions de détention est une nécessité au regard, bien sûr, des droits fondamentaux. Puisqu'il est clair que toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et aussi avec le respect de sa dignité inhérente à sa personne humaine. Mais quand on fait un constat au Mali, en fait, il y a beaucoup reste à faire, malgré bien sûr des efforts déployés par les autorités. Et nous, en fait, notre mission, c'est de surveiller bien sûr l'application bien sûr de ces dispositions internationales relatives aux droits de l'homme par rapport à la réalité. Mais nous comprenons parfaitement aussi les réalités locales, nationales, mais cela ne donne pas, bien sûr, que les droits reconnus à ces personnes-là soient respectés. Et tout récemment, moi, j'ai discuté avec l'actuel directeur de la direction nationale de l'administration pénitentiaire. Donc, il est dans une logique quand même de déployer des moyens pour quand même améliorer les conditions de détention. De la même manière, l'actuel ministre des Droits de l'Homme qui aussi se déploie pour surveiller les centres de détention. C'est ce que nous demandons aux autorités. Il faut une surveillance accrue. Il faut des visites inopinées pour quand même au moins se rendre à l'évidence par rapport aux conditions de détention. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de détention font que les prisonniers ne sont pas en sécurité, mais aussi les surveillants des prisons ne sont pas en sécurité. Vous l'avez dit, la prison centrale de Bamako abrite aujourd'hui 2063 détenus. Les condamnés sont au nombre de 399 alors que 1655 personnes sont en détention provisoire. Pourquoi? Effectivement, cela pose un sérieux problème. Nous avons l'habitude de le dire, et je le répéterai ici. En fait, le principe est la liberté. Et la prison, c'est l'exception. Et cela veut dire que dans le traitement judiciaire des dossiers, les autorités judiciaires doivent faire de telle sorte que les dossiers soient traités avec célérité. Ça veut dire qu'une personne détenue pour un fait, qu'il soit mineur ou majeur, doit être traitée et, disons, doit être jugée dans un délai raisonnable. Mais se trouve aujourd'hui, quand on visite nos centres de détention, beaucoup de personnes se trouvent non seulement en détention illégale, mais aussi, si elles sont en détention légale, on peut se rendre compte que le principe d'être jugé dans un délai raisonnable n'est pas respecté. Et aussi, il y a une pratique qui est courante dans notre réalité judiciaire. Et ici, au Mali, on a tendance à recourir à l'emprisonnement de façon automatique, alors qu'il y a des alternatives à l'emprisonnement. Je ne suis pas en train de prêcher ici l'impunité. D'ailleurs, c'est notre angle de bataille, c'est cheval de bataille, c'est la lutte contre l'impunité. Et certes, les individus qui se rendent coupables des violations ou des infractions doivent être jugés. Mais il se trouve que pour certains cas, on peut se passer de la détention. On peut se passer de la détention. La loi a prévu des mesures, des alternatives, notamment les travaux d'intérêt généraux, qui constituent, il dit même que la médiation pénale, ça quand même, ce sont des alternatives que la loi offre
pour éviter qu'on ait recours systématiquement à l'emprisonnement. D'accord. Monsieur Diouara, comment pouvons-nous comprendre cette situation qu'à la prison centrale, à la prison centrale de Bamako, il y a 2063 détenus et 1655 d'entre eux sont en détention provisoire? Encore une fois, la question de la gouvernance. Je pense qu'il faut que nous re-questionnons notre façon de nous penser, notre façon de concevoir notre existence. C'est extrêmement important. Et je suis très d'accord avec ce que mon prédécesseur vient de dire tout à l'heure. Parce que quand nous analysons avant la colonisation, nous avions des façons de sanctionner. Pourtant, la prison n'est pas malienne. Enfin, je veux dire, dans notre culture, la prison n'existait pas. C'est pourquoi dans tous les registres linguistiques du Mali que vous allez prendre, vous ne trouverez aucune des langues du Mali qui a un mot qui soit l'équivalent véritable de prison, si ce n'est un mot importé. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'anthroponymiquement, c'est quelque chose qu'on n'a même pas pensé. Cependant, quand on analyse la situation par laquelle nous avons acquis cette pratique et qu'elle se trouve aujourd'hui dans le cadre de nos lois, il faudrait que nous donnions à cela un certain sens. Et malheureusement, dans la pratique, nous avons une administration judiciaire qui est, par le fait de sa bureaucratie et de tous les autres aspects y liés que nous connaissons tous, extrêmement lente, souvent très négligente et parfois de mauvaise foi. Toutes choses qui concourent à faire en sorte que les droits de ces prisonniers soient négligés. Mais surtout, au départ, il y a le problème que mon prédécesseur a posé, c'est que ce qui devait être l'exception est devenu le principe. Dès lors que deux personnes sont en porte-à-faux ou qu'une situation est posée au niveau de la justice, le premier moyen de pression que l'on présente est celui de l'emprisonnement. Voyez-vous? Et malheureusement, les conditions de cet emprisonnement ne sont pas respectées dans la procédure. Je vous donne un exemple. En 2012, j'ai eu la malheureuse... J'ai fait malheureusement l'objet d'une arrestation arbitraire, d'un enlèvement, qui m'a conduit ensuite, d'abord conduit dans un, dans un environnement où personne ne savait où j'étais, d'abord. Ensuite, on m'a transféré dans une prison établie, et tout cela en vice total de l'ensemble des procédures d'arrestation. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un certain nombre de personnes que moi j'ai trouvées en prison, qui sont là-bas depuis 7 ans, depuis 10 ans, et qui n'ont jamais été jugés. Certains parce que simplement ils auraient menacé de mort. Mais ils ont été quand même arrêtés, mis en prison, et aucune suite. Mais c'est des situations tout simplement inacceptables. Mais à chaque fois que vous venez au niveau des structures chargées de cela, ils ont un tas d'explications à donner. Mais le fond de la question, c'est une question de gouvernance. Il faut que nous moralisions notre façon de gouverner. Et que nous sachions que l'individu que la société a décidé de sanctionner doit être pris en compte en tant qu'un membre à part entière de cette société parce qu'il doit revenir dans cette société. C'est extrêmement important. Et quand on analyse aujourd'hui le regard que nous portons sur la prison et que nous portons sur le prisonnier, c'est un regard asocialisant. C'est un regard déshumanisant. Et la pratique, et comme on l'a prouvé dans les études en psychologie, l'homme devient facilement prisonnier du rôle dans lequel on le situe. Le gardien de prison que l'on place au milieu des gens, et en fonction de la caricature qu'on construit autour de l'activité, mais il devient prisonnier de son rôle. Et l'environnement créant le comportement, il est évident que les travers de comportement que nous avons à l'extérieur de la prison se retrouvent aussi en prison. Il y a d'innombrables innocents qui sont en prison. Il y a d'innombrables personnes en prison qui sont injustement traitées parce que très largement au-dessus de la sanction requise pour leur acte. Mais il y a aussi des grands parias, des grands criminels qui jouissent de privilèges énormissimes en prison, qui ne sont pratiquement pas en prison. Donc il y a totalement une inversion des rôles qui se produit. Et tout ça, on ne l'examine pas. La société, une fois que quelqu'un est parti en prison, on considère que, voilà, on l'oublie. On met une croix sur la personne. Et même quand elle revient pour la réintégrer, c'est un problème. Sinon, normalement, s'il y avait une bonne gouvernance de ces prisons, qu'est-ce qui doit se passer? Dès lors qu'une personne il est établi que la personne doit aller en prison pour une période donnée, on doit avoir un programme de récupération de la personne. Au même moment où la personne est sanctionnée,
au même moment, en fonction de la nature de son forfait, on met en place un programme de récupération. Je vous donne un exemple palpable. Quelqu'un, par exemple, qui a fait un vol d'étal, ou bien qui a fait une escroquerie ou un abus de confiance, quelque chose qu'on peut affilier à un abus de confiance. Si celui-ci est arrêté et qu'il est mis en prison, mais d'abord, peut-être la personne est dans une situation de désœuvrement, elle n'a pas de métier, elle n'a pas été à l'école. On peut, pendant sa période carcérale, lui permettre d'apprendre un métier. Si c'est quelqu'un qui est en train d'étudier, on peut lui permettre de poursuivre ses études étant en prison. Pour qu'au sortir de la prison, on lui facilite la réinsertion professionnelle. Mais ce faisant, on peut mettre un programme d'éducation morale. Normalement, dans les prisons, on doit avoir un programme d'éducation civique. On doit avoir un programme d'éducation morale. Mais là où je vais finir, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que lorsque nous qui décidons que celui-ci n'est plus digne d'être parmi nous parce qu'il ne respecte pas nos lois, lorsque nous-mêmes, une fois que nous le mettons en prison, nous ne sommes pas tenus de respecter ses droits à lui, comment voulons-nous qu'à son retour dans la société, il soit respectueux de ses droits au nom desquels on l'a envoyé en prison? C'est ça la grande question. Quel message nous envoyons à ces prisonniers? Je pense que vraiment il faut se poser énormément de questions autour de ces différentes dimensions. D'accord. Docteur Moriké Dambélé, il y a les cas de torture dans les prisons qui sont également signalés. Oui, merci bien. Je dois préciser que, avant de répondre à cette question de torture en prison, que toutes les sociétés ont leurs prisons de tout temps. Dans la Grèce antique, en Rome, vous avez des formes de punition qui sont donc réservées aux personnes qui enfreignent aux règles de la société. Et donc, la prison, évidemment, est une invention coloniale. C'est un produit colonial, nous sommes d'accord. Maintenant, moi, je vois 4 problèmes autour de nos prisons. Le premier grand problème, c'est les infrastructures, l'architecture de nos prisons, qui constitue un obstacle à la mission même de la prison. Comment nos prisons sont conçues? Quel modèle architectural? Je pourrais développer ça si vous le souhaitez. Mais le deuxième élément, c'est la formation des agents pénitentiaires. Il me semble que des efforts ont été faits pour faire en sorte que ce n'est plus le soldat qui surveille le prisonnier, mais qu'il y ait un corps constitué, formé, qu'on appelle surveillant de prison. C'est un effort important vers la prise en compte de la dimension humaine de l'emprisonnement. Mais encore une fois, il y a des efforts à faire davantage pour que ces agents puissent répondre positivement aux attentes d'humanisation de la prison. Et en termes de nombre, mais aussi en termes de formation. Le troisième élément, c'est, vous l'avez dit, mon cher collègue, la prison et après la prison. Je dois vous dire que dans des enquêtes récentes, 2 enquêtes récentes, on a constaté qu'il y a 30% de récidivistes. Cela veut dire que la prison ne réussit pas à réformer fondamentalement les individus qu'elle reçoit. Ça veut dire que quand vous prenez même les 6000 prisonniers, vous comptez 30% sont récidivistes, multirécidivistes. Donc ce sont les mêmes qui sortent et qui reviennent. Et plusieurs fois. Ils sont à Fana, ils sont à Dioïla, ils sont à Bamako. Ils changent de nom. Donc il y a un problème de connaissance même du prisonnier qui se pose. Quel instrument pour connaître nos prisonniers aujourd'hui dans le contexte malien? Il y a très peu de statistiques fiables, il y a très peu d'instruments de connaissance des prisonniers. Ça, c'est un problème important. L'autre problème, c'est d'ordre institutionnel. C'est-à-dire, les prisons assument plusieurs fonctions, et à la fois. Il doit y avoir un service de réinsertion des prisonniers, qui soit un peu, enfin, comme en France, un service de probation qui a pour mission d'accompagner le prisonnier, le détenu, condamné naturellement, pour refondre sa vie future.
Ce dispositif n'étant pas en place, il y a des difficultés. Il n'y a pas de dispositif non plus pour connaître la personnalité du détenu. Aucune enquête sociale, mon cher ami, n'est effectuée pour comprendre quel est le problème de ce prisonnier qui est devant moi. Et donc, autant de questions qui restent des questions à se poser et auxquelles il faut trouver des solutions pour humaniser de façon globale nos institutions carcérales. Maintenant, vous parlez de torture. Oui, il y a torture, mais la torture n'est pas seulement que le surveillant prenne un bâton pour frapper. Ce n'est pas ça la torture. La torture, c'est l'espace dans lequel je me trouve. Je ne peux pas tourner le dos, je touche à quelqu'un. C'est une torture. J'appelle ça l'ensemble de la torture psychologique. Elle est plus importante. Et elle fait baisser l'estime du prisonnier, l'estime pour soi. Elle donne l'impression qu'après ça, il n'y a plus de vie. Et c'est ce qui est dangereux pour la prison. Lorsque le prisonnier sort avec l'idée que non, il n'a plus sa place dehors, plutôt sa place c'est dans la prison encore. Donc il va commettre naturellement des forfaits qui vont rapidement le faire retourner en prison. Donc autant d'ensemble de questions qu'il faut peut-être égrener de façon progressive, peut-être au cours de ce débat. D'accord. Abdoulaye Fofana, vous êtes avec nous? Oui. D'accord. Face à cette situation, selon vous, où se situent les responsabilités? Comment? Les responsabilités se situent à quel niveau, selon vous? Quelle responsabilité, s'il vous plaît? Toute cette situation qu'on vient de... il vient de faire le point sur la situation concernant les conditions de détention dans les prisons au Mali. On a parlé de surpeuplement, on a parlé de conditions d'hygiène insuffisantes. Il y a tout de suite M. Diouara qui pense que c'est dû à la malgouvernance. Est-ce que vous partagez cet avis ou vous pensez qu'il y a d'autres responsabilités? Bon, en fait, le tout dernier intervenant, j'ai pu quand même suivre... en tout cas, quelques passages du tout dernier intervenant, parce que je suis dans un véhicule comme ça. Et il a quand même touché à un aspect qui me paraît très important. C'est quoi quand il dit effectivement que les détenus, il n'y a pas d'enquête sociale, en tout cas, où il n'y a pas effectivement de service d'insertion ou de probation. Je pense que nous avons ces services-là au niveau des maisons d'arrêt, sinon au niveau de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire. Mais malheureusement, ces services-là ne sont pas dans les conditions requises, naturellement comme tous les autres services, en tout cas de l'administration pénitentiaire. Sinon, comme il a si bien dit, le dernier intervenant tout de suite, si effectivement ces services de probation et d'insertion et puis les enquêtes sociales aussi, pour que le surveillant, on sache effectivement on a affaire avec quelle sorte de détenus, ça allait naturellement, beaucoup vraiment nous faciliter la tâche. Et même les prisonniers aussi, allaient peut-être se sentir, parce que se sentir peut-être un peu bien. C'est très important. D'accord. Est-ce que les gardiens des prisons également jouent réellement leur rôle? Bon, nous jouons notre rôle avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord, seulement, vous savez, le corps des surveillants de prison, excusez-moi, vous dites gardien, le corps des surveillants de prison, c'est un jeune corps, c'est un jeune corps qui est là, qui est créé il y a juste quelques années, c'est le tout dernier né. Nous sommes là-dessus. Je pense que la direction nationale, à travers le ministère de la Justice, s'attelle pour que les surveillants de prison vraiment soient à hauteur de souhait. C'est ce qui fait depuis un certain temps quand même que très honnêtement, nous sommes en train effectivement de bénéficier en tout cas de plus d'informations, que ce soit ici à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Même si effectivement la liste est encore longue pour que vraiment tout le personnel en tout cas bénéficie effectivement de ces avantages-là. D'accord. Drissa Traoré, l'État n'est-il pas au courant de toute cette situation? Et, en fait, ce n'est pas une question d'être au courant ou pas. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'il y a certainement, bien sûr, des mécanismes pour effectivement se rendre compte de la situation, bien sûr, de nos différentes prisons. J'ai parlé tantôt des visites réalisées par la ministre des Droits de l'Homme, mais aussi par le directeur de l'administration pénitentiaire. Au-delà de ça, je crois qu'il faut plus de volonté. Il faut plus de volonté politique pour humaniser les prisons. Et cette volonté politique doit être traduite par un certain nombre d'actions.
D'abord, elle doit passer par la construction de nouveaux centres adaptés. Adaptés, j'ai dit adaptés parce que tout simplement, ces prisons, ces centres doivent être adaptés non seulement par rapport aux défis démographiques, mais aussi et surtout aux standards internationaux. Oui. Quand je pose la question par rapport au fait, est-ce que les autorités sont au courant ou pas, est-ce que quand vous vous dénoncez à travers vos communiqués, vous les adressez aux autorités maliennes, oui ou non? Oui, nous ne faisons pas que des dénonciations. Oui. Mais quand vous dénoncez dans vos communiqués, est-ce que l'État n'est pas au courant même à travers ces documents? Oui, justement, parce que après chaque visite des centres de détention, d'ailleurs, je vous informe que nous préférons utiliser le mot centre de privation de liberté que de prison. À mon avis, c'est une terminologie qui est beaucoup plus adaptée et appropriée. Quand nous visitons ces centres ou ces lieux de privation de liberté, et après les visites, nous rencontrons les autorités, disons, les responsables directs qui ont en charge de ces questions-là, notamment les directeurs, mais aussi, bien sûr, les départements concernés, pour les notifier les constats que nous avons recensés. Est-ce qu'ils réagissent à ça? Et ensuite, nous, dans ces constats, il ressort bien sûr de ces constats qu'il y a des recommandations. Il y a des recommandations qui trouvent des réponses immédiates. Je vous donne un exemple. Et une fois, quand on avait visité un centre de détention au Camp 1, et on avait remarqué pas mal de problèmes d'eau. Et c'était des problèmes qui ne nécessitaient pas de gros moyens. Il fallait juste des réactivités. Et à la fin de la visite, on est allé voir le directeur pour lui signaler ces problèmes. Et immédiatement, il les a réglés. Donc, chaque personne, chaque responsable à son niveau peut apporter des solutions. Les personnes qui sont directement chargées de l'administration de ces prisons peuvent gérer des problèmes d'intendance et des petits problèmes d'eau, etc. Mais il y a des problèmes qui nécessitent des gros moyens. On a parlé du surpeuplement ou surpopulation, peu importe la terminologie. Et on a parlé aussi des questions d'hygiène. Aujourd'hui, on est au mois d'avril. C'est la période de grande chaleur. Il faut se rendre à la MCA. À la maison centrale d'arrêt. Une cellule qui doit en principe contenir 50 personnes peut contenir 95 personnes. C'est pourquoi je me permets de rebondir sur la question relative à la torture. Ça, c'est déjà une torture. C'est déjà une torture. D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, la sensibilisation, elle est requise, bien sûr, à tous les niveaux. Elle est requise à tous les niveaux. Mais il faudra aussi qu'on rappelle qu'il y a eu une réforme de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire. Je crois il y a un document de réforme qui date de 2015 qui a prévu un certain nombre de mesures qui sont salutaires, notamment la création de nouveaux centres d'arrêt. Il y a le nouveau centre qui est en train d'être construit à Kenyoroba, je crois, qui va remplacer la MCA. Et peut-être il y a d'autres centres en construction. Mais il avait été aussi question d'informatiser les registres. Je parlais tantôt de l'expiration, souvent des délais de garde à vue, de ces questions. Il avait également été question de prévoir, bien sûr, d'assistance aux victimes, aux détenus. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est détenue, il a certainement des droits. Par exemple, il a droit à un conseil. Et il pouvait bénéficier, ou il doit bénéficier de l'assistance judiciaire. Et notamment la loi de 2001, qui peut lui permettre d'accéder à un conseil et qui peut aussi lui permettre d'être dispensé des consignations, des droits d'enregistrement et d'autres choses. Mais aujourd'hui, ces dispositifs ne sont pas mis en œuvre. Donc, à mon avis, ce n'est pas des idées qui manquent. C'est plutôt, on a besoin de plus d'action pour aller dans les centres de Docteur Dambélé, tout de suite, quand on entend M. Traoré, est-ce que ce n'est pas de dire qu'au Mali, il y a beaucoup de promesses qui sont faites, il y a beaucoup d'actions qui sont annoncées, mais dans les faits, concrètement, on ne les voit pas? Merci bien. Je crois qu'il y a des résistances au niveau politique à refondre les prisons. Ces résistances, on les comprend naturellement. Parce que dans la tradition, généralement, ils disent, ou dans les représentations sociales, quand vous construisez une prison,
Vous allez y être. Voilà, vous allez y être. Oui. Voilà. Beaucoup de responsables politiques, de mon point de vue, ne s'engagent pas à financer la construction d'infrastructures carcérales à cet effet, pour ne pas y aller. Bon, là, c'est des représentations. C'est quand on viole les lois qu'on va en prison, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas sûrs de ne pas... On est censé aller en prison quand on viole les lois. D'accord, donc on peut partir mais en prison sans il y a avoir bien des gens, j'allais même dire peut-être une grande majorité qui va en prison sans nécessairement être dans les conditions requises pour cela. Très malheureusement. Poursuivez donc. Voilà, merci. Je ne dis pas que ça explique tout. Toute la résistance des autorités politiques à aller vers la construction d'infrastructures carcérales. Mais ça compte dans nos façons de faire. Il faut dire que quand vous prenez par exemple Bamako, la ville de Bamako, et vous prenez la MCA, ce dont parlait mon ami, mais depuis la période coloniale, on n'a pas créé de structure carcérale. En plus de cette structure qui était prévue pour une population très réduite. Et Bamako a 1 million vers 2 millions. Donc, naturellement, on dit qu'il y a résistance. Il y a résistance à construire des prisons. Il y a résistance à mettre les petites commodités qui, vous l'avez dit, ne coûtent pas trop cher. Moi, je l'ai observé également dans certaines prisons. Et le chef de la prison ou le responsable de la prison peut prendre des décisions pour ceci ou cela. Mais tout ceci doit être sous-tendu par une politique globale. Une politique globale qui traduit une vision, une vision pénitentiaire tournée vers l'humanisation, tournée vers la réinsertion des détenus, de mon point de vue. Oui. D'accord. 1 minute pour chaque invité. Il nous reste 3 minutes pour parler des solutions face à cette situation. Allez-y, docteur Dambélé. Merci bien. Les solutions, elles sont simples théoriquement, mais dans la pratique, elles peuvent poser des problèmes. Il faut, dans l'ensemble, sensibiliser même l'opinion publique sur la personnalité des détenus. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une éducation, une sensibilisation, j'allais même dire une socialisation du regard sur le détenu. Parce que lorsque la population manifeste un certain regard vis-à-vis du détenu à sa sortie, sa réinsertion va connaître des difficultés. Surtout qu'il n'y a pas des mesures, j'allais dire, qui accompagnent le détenu. Donc, si c'est la société qui doit recevoir et qui dit, bon, c'est l'ancien détenu, il a fait la prison, il a fait ça, bon, ça pose problème. Donc, sensibilisons un peu l'opinion publique afin de... Merci, cours de temps. Allez-y, monsieur Diawara. Merci. Bon, je pense que pour aborder la question de la solution, il faut déjà aller du principe d'abord de la refondation de notre approche vis-à-vis de la prison. Je pense que c'est dans la suite logique de ce que mon aîné vient de dire, mais aussi ce qu'il faut comprendre. Et là, vous avez posé la question de la responsabilité. C'est qu'il y a une responsabilité mutuelle. Parce que le gouvernement investit pour ce faire a une mission, la société civile a une mission, les parlementaires ont une mission. Chacun d'entre nous doit participer à concurrence de ce qui est attendu de lui dans cela. Et c'est vrai, l'AMDH fait beaucoup de choses. D'autres organismes comme le CICR, comme d'autres structures font beaucoup de choses. Mais la société civile est muette, de façon générale. Et l'opinion publique est totalement muette. C'est comme un sujet qui est en dehors de tout débat. Il faut que la société civile se saisisse de la question parce que l'humanisation des prisons participe de l'amélioration de nos sociétés. C'est extrêmement important. Je crois que je vais m'arrêter là. D'accord. Quelques secondes à vous. Je ne vais pas répéter mes prédécesseurs. Et j'avais déjà donné des solutions qui ne sont pas magiques. Mais il y a aussi lieu de sensibiliser, bien sûr, les acteurs de la chaîne pénale, notamment les juges, à recourir aux alternatives d'emprisonnement. Notamment, j'ai parlé de travaux d'intérêt général.
J'avais parlé également de la médiation pénale, qui sont des alternatives à l'emprisonnement. Mais il y a lié aussi de respecter les délais de détention et de garde à vue. Et on parle de garde à vue parce qu'il faut toucher les commissariats. Merci, monsieur Traoré. C'est ce qui met fin à ce débat. Merci à tous d'être venus. Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme, Mamadou Diouara, sociologue, Abdoulaye Fofana du syndicat des surveillants de prison et Dr Mourike Dambélé, sociologue. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Salim Diouara à la régie vidéo Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré. Merci et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.